On l'appelle le roi des fléaux et maître des poisons. Et ce n'est pas juste un surnom badass qu'on balance pour faire genre. Non, c'est un titre qui glace le sang. Un nom qui suffit à faire trembler même les exorcistes les plus expérimentés. À part Satoru Gojo, personne n'arrive à son niveau. Sukuna, c'est pas juste un méchant stylé avec un sourire de psychopathe, c'est un ange déçu. Une force de la nature qui, à lui seul, a tué des milliers de vies. Exorciste, civil, fléau, peu importe. Quand Sukuna entre en scène, c'est un bain de sang assuré. Et ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est cette sensation constante que rien ne peut l'arrêter. Son énergie occulte semble infinie, littéralement. Et il ne se contente pas d'en avoir beaucoup, il la maîtrise à un niveau absurde. Son contrôle est chirurgical, ses attaques sont précises et sa puissance physique c'est juste hors norme. Et c'est pas tout, ce démo dispose d'un sort inné, l'hôtel. En gros c'est sale, ça découpe tout et ça peut cramer aussi. Des lames et des flammes pires que celles de Yogo Baby, mais c'est rien comparé à son extension du territoire, l'hôtel démoniaque. Un territoire sans barrière qui tranche tout ce qui bouge, objet ou être vivant sur 200 mètres, sans pause ni d'extinction. Et le pire, c'est Sukuna lui-même qui choisit quand ça s'arrête. Autant dire qu'affronter ça, c'est signer son arrêt de mort. Bref, Sukuna, c'est tranchant, c'est brûlant et ça rigole pas. Tu veux le battre? Bonne chance. On parle d'un gars qui pourrait démolir un quartier sans forcer, tout en gardant ce petit sourire moqueur comme si c'était un jeu. Et pourtant, malgré tout ça, il a été scellé pendant des siècles, jusqu'au jour où Yuji Itadori, notre héros très gentil, mais avec un destin claqué au sol, fait l'erreur fatale, il avale un doigt de Sukuna. Qui fait ça? Et là, c'est le moment où tout change. C'est pas juste l'histoire d'un lycéen qui devient fort, non. C'est l'histoire d'un garçon qui devient la prison vivante d'un démon ancien, une bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. Et le pire, c'est que même affaibli, même avec une fraction de sa vraie puissance, Sukuna est capable de réduire ses ennemis en poussière en un claquement de doigts. Littéralement. Ce mec-là est dangereux à son niveau le plus bas. Alors imaginez ce qu'il serait s'il retrouvait toute sa puissance. Sukuna, c'est pas juste un antagoniste, c'est une présence. Une menace toujours présente qui rappelle que dans le monde de Jujutsu Kaisen, la peur, la souffrance, la mort ne sont jamais très loin. Aujourd'hui, on parle de ceux qui foutent la trouille rien qu'en entrant en scène. Yujiro Hanma, c'est pas juste un bonhomme ultra musclé avec un regard qui te glace le sang, c'est le monstre, l'homme que même les temps que les catastrophes naturelles évitent. Dans l'univers de Baki, c'est simple, il est considéré comme l'être humain le plus puissant sur Terre, et c'est pas une exagération stylée, c'est scientifiquement prouvé, demandez à qui vous voulez. Ce mec-là a plié des chefs d'état avec un simple regard, arrêté, cassé des tremblements de terre à coups de poing, et il regarde les missiles comme s'ils étaient des cailloux. Yujiro, c'est plus qu'un combattant, c'est une force de la nature, un titan en forme humaine qui a été mercenaire, tueur, bête de guerre. Son CV est plus large que le dos à Oliva Biscuit et pourtant rien ne lui a fait peur, rien ne l'a arrêté. Il ne connaît pas la défaite parce qu'il considère même pas l'idée qu'il puisse perdre. Il domine l'humanité, seul, sans égal, impossible à contrôler. Mais derrière cette image de machine de guerre invincible, il y a un drame familial aussi sombre que les cheveux à Sasuke. Parce que Yujiro Hanma, c'est aussi un père, mais pas le genre de père qu'on fête à la fête des pères, non, un père que son fils Baki veut absolument surpasser, mais pas juste pour la gloire, pour la vengeance, pour la justice, pour guérir d'un traumatisme, car Yujiro n'a pas seulement brisé des os ou des nations, il a brisé une famille. Un jour, fou de rage, il a tué la mère de Baki. Pourquoi? Parce qu'elle a osé s'interposer entre lui et son fils. Elle a voulu le protéger de son père tyrannique et elle en est morte. Depuis, Baki vit avec ce poids, ce mélange d'admiration, de haine, de peur et de colère. Un cocktail qui le pousse à devenir plus fort, encore et encore, jusqu'à ce qu'il puisse un jour regarder Yujiro droit dans les yeux et le vaincre. Mais ce qui rend Yujiro encore plus terrifiant, c'est qu'il sait tout ça. Il sait ce que Baki ressent, il s'en tape. Il pousse son fils à bout, le teste, comme s'il fabriquait lui-même celui qui, peut-être un jour, pourra le détrôner. Parce qu'au fond, même Yujiro a cette flamme étrange. Il veut un adversaire à sa taille, un combat à sa hauteur. Putain! Et peut-être, juste peut-être, il espère que ce soit Baki. En gros, le monde voit Yujiro comme une anomalie, un bug, un monstre en liberté, une arme vivante. Certains le vénèrent, d'autres le fuient, mais tous, sans exception, le craignent. Parce que face à lui, aucune règle ne tient, aucune justice, aucun espoir, sauf peut-être celui de Baki. Ce mec-là, c'est une montagne à gravir pour quiconque veut prouver qu'il est le plus fort.
Alucard, c'est pas juste un vampire, c'est LE vampire. Une légende vivante, ou plutôt morte, qui bosse pour les humains. Ouais, le mec est un monstre, une arme de destruction massive, et il est utilisé par une organisation secrète, le Hellsing, pour traquer et exterminer ses propres semblables. Mais attends, pourquoi un vampire traque-t-il d'autres vampires? Tu crois qu'il le fait par gentillesse? Pour sauver l'humanité? Pas du tout. Alucard fait ça parce qu'il kiffe tuer, c'est tout. C'est pas un héros, c'est un monstre qui a trouvé un terrain de jeu légal pour s'amuser. T'imagines le délire? Tuer avec la bénédiction de l'église anglaise. Et surtout, il adore ça. Chaque combat, chaque affrontement, c'est une occasion de montrer à quel point il est puissant, écrasant et sadique. Il joue avec ses proies, les humilie, les démonte lentement, juste pour savourer leurs derniers instants. Le mec est tellement au-dessus du lot qu'il cherche pas juste à gagner, il veut te faire comprendre à quel point depuis le début, tu n'as jamais eu une chance. En fait, Alucard n'est pas seulement fort, il est pratiquement immortel. Balles bénites, il les mange. Décapitation, il rigole. Exorcisme, essaye toujours. Le type peut manipuler son propre sang, se téléporter, lire dans les pensées, se transformer en ombre, invoquer des imperdus. C'est littéralement un démon en smoking. Et ça, c'est dans ses bons jours. Mais alors, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi il n'explose pas la planète juste pour le fun? Eh bien, grâce à Sir Integra Hellsing, une femme froide, droite et autoritaire. La seule humaine qu'il respecte. Pas parce qu'elle est plus forte que lui, personne ne l'est, parce qu'elle a cette autorité naturelle, cette volonté de faire. C'est elle qui lui donne ses ordres, qui canalise ce monstre assoiffé de sang pour en faire une arme de destruction massive. Sans elle, Alucard serait le chaos absolu. Il ne resterait rien, ni vampire, ni humain. Juste un monde rouge, rempli de sang et de cris. Alucard, c'est pas un personnage qu'on admire. Non. C'est un personnage qui fascine, parce qu'il a la peur à l'état la plus pure. Une bête habillée en homme, qui se prend parfois pour un dieu. Et quand il sourit, tu sais que c'est déjà trop tard. Dans l'univers déjà brutal et impitoyable d'Hunter x Hunter, il y a un moment où l'histoire arrête juste d'être impressionnante pour devenir carrément glaçante. Et tout commence avec eux, Meruem et ses gardes royaux. Alors écoute bien, parce que même si t'as jamais regardé l'anime en entier, ce nom-là, Meruem, il est marquant. On parle pas juste d'un méchant stylé et charismatique, non. On parle d'un monstre d'évolution, littéralement conçu pour être au sommet de la chaîne alimentaire, et ses gardes, des bêtes. Des entités si puissantes qu'elles font passer les gros boss de l'anime pour des mini-boss d'un tuto de jeux vidéo. Il y a une scène qui montre bien cette peur. Un chasseur d'élite, Nov, le gars, c'est pas un amateur. Il a de l'expérience, du pouvoir, un naine très avancé, bref, c'est un pro. Mais juste en s'approchant du naine, l'aura libéré d'un des gardes royaux, il s'effondre. Littéralement. Remise en question totale, dépression nerveuse. Son cerveau lâche. Il comprend très vite qu'il n'est pas au même niveau. Traduction, il est dans la merde. Que c'est même pas une question de force physique, c'est une peur instinctive, pour ne pas dire animale. Une pression qui t'écrase comme si t'étais une souris devant un prédateur. Et là, tu comprends, pour vaincre ces monstres, il faut sacrifier plus que ta vie, il faut sacrifier tout ton avenir. Regarde Gon, un gosse brillant, plein d'espoir, il va brûler tout ce qu'il aurait pu devenir pour gagner la puissance d'un adulte au sommet de sa forme, juste pour peut-être battre Neferpitou. Résultat, il gagne, mais à quel prix? Il finit tout ratatiné, ruiné, vide, presque mort. Et Netero, le président de l'association des Hunters, le genre de mec qui médite, court dans la montagne à 200 piges et fait des prières à la vitesse de la lumière, même lui, même à ce niveau de sagesse et de puissance, il échoue. Face à Meruem, il n'a qu'un seul choix, se faire exploser. Littéralement, il déclenche une bombe cachée dans son propre corps. Et même ça ne suffit pas à tuer rapidement le roi. Parce que Meruem, c'est pas juste fort, c'est un concept, un message, l'évolution poussée à l'extrême, le pouvoir ultime. Alors non, effrayant, c'est clairement pas le bon mot, c'est bien au-delà. C'est une démonstration brutale que dans ce monde-là, il y a des forces qui dépassent totalement l'humain et que parfois, tout ce que tu peux faire, c'est prier pour survivre. Imagine un monde où la magie n'a pas de limite. Enfin si, mais ça dépend pour qui. Où un seul homme, ou plutôt une entité, règne en maître absolu sur tout ce qu'il voit. Ce n'est pas juste un roi, ce n'est pas un empereur, c'est Isengorn. Le nom seul suffit à faire trembler des armées entières. Pas étonnant quand tu sais qu'il peut effacer 70 000 soldats d'un claquement de doigts, ou plutôt d'un sort. Ancien joueur d'un MMO devenu réalité, Aen ce n'est pas juste un chef, il est le souverain incontesté du grand tombeau de Nazarick. Un donjon légendaire où chaque couloir est gardé par des créatures dévoyées
dévoué et redoutable. Sa guilde porte son nom, ses subordonnés le vénèrent littéralement comme un dieu, et lui, il avance, impitoyable, calculateur, prêt à dominer ce nouveau monde avec une froideur presque polaire, mais terriblement efficace. Ce qui le rend si dangereux, c'est pas juste sa puissance magique, même si, soyons clairs, il possède littéralement des milliers de sorts, du plus banal au plus catastrophique pour ne pas dire apocalyptique. Non, ce qui fait de lui un monstre, c'est sa capacité à planifier, à manipuler et à anticiper chaque mouvement de ses adversaires. Il n'est pas seulement surpuissant, il est intelligent. Et dans un monde où la force brute ne suffit pas, Heinz est le cauchemar ultime. Tu veux t'en prendre à lui? Mauvaise idée, parce qu'une fois que tu es dans sa ligne de mire, il n'y a pas de seconde chance, pas de pardon, juste la disparition. Et ce qui est fou, c'est qu'à la base, c'était juste un joueur lambda, accro à son jeu préféré, nostalgique de ses anciens compagnons, mais le jour où les serveurs se sont éteints, il est resté. Et depuis, il s'est transformé en seigneur de la mort, chef d'empire, et force surnaturelle que rien ne semble pouvoir stopper. Alors ouais, petit conseil d'amis, si un jour tu croises un squelette géant qui te regarde sans cligner des yeux, cours pas, ça sert à rien. Quand on parle de méchants dans JoJo's Bizarre Adventure, il y a un truc qu'il faut comprendre direct. Ils sont pas juste mauvais, ils sont flippants. Genre vraiment flippants. Tu prends Santana par exemple, le mec est capable de se battre littéralement avec ses côtes et de digérer un être humain juste en le touchant. Et attention, lui, c'est même pas un boss final. C'est un mini-boss, un apéro. Tu vois l'ambiance. Mais si tous les antagonistes de JoJo sont terrifiants chacun à leur manière, entre les zombies, les créatures antiques, les utilisateurs de stands complètement cinglés, on parle de types capables de manipuler la chair, la gravité, l'espace, les dimensions, etc. Il y en a un qui dépasse tous les autres. Un nom seul suffit à faire trembler des générations de héros. Dio Brando. Juste Dio, c'est déjà suffisant pour faire trembler des générations de Joestar. Et pourtant, au départ, c'est juste un humain pourri jusqu'à la moelle. Le gars arrive dans la famille Joestar, en quelques heures, il fait un speedrun de toutes les pires crasses possibles. Il humilie Jonathan, embrasse Irina juste pour le traumatiser, il empoisonne le daron. Mais tout ça, c'est que le tutoriel. Parce que Dio, c'est pas juste un sale type, c'est l'incarnation du mal. Le mal qui se régénère, qui se transforme, qui évolue littéralement. Quand il devient vampire, c'est plus le même délire. Le mec est increvable, ultra rapide. Il te brise la nuque comme si c'était un cure-dent. Il régénère son propre corps comme un boss de Soulborn. Et il le fait avec le sourire. Mais surtout, il arrête le temps. Genre, littéralement, qui peut lutter contre ça? Même les personnages les plus pétés se retrouvent figés, impuissants, pendant que Dio les démonte sans transpirer. Et ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est que malgré toute sa puissance, il kiffe faire souffrir. Il tue pas juste, il joue avec ses proies. Il savoure, mamma mia, il humilie, il fait durer. Et tout ça avec une prestance de diva gothique. Des poses théâtrales à rendre jaloux un mannequin de Vogue. Et une voix qui hurle comme si c'était un cri de guerre mythique. Et c'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, le nom de Dio est devenu légendaire. C'est pas juste un grand méchant emblématique, c'est une menace qui traverse le temps. Il est là dans Phantom Blood, il revient dans Stardust Crusaders, et même après sa mort, son ombre plane encore sur tout l'univers de JoJo. Parce que Dio, c'est pas juste un personnage, c'est une présence, une peur ancrée, un mythe vivant. Et ça, dans un univers déjà aussi barré que JoJo, bah c'est pas rien. Madara Uchiwa, c'est pas juste un nom qui claque, c'est une légende vivante, ou plutôt une légende revenue d'entre les morts. Et croyez-moi, dans l'univers de Naruto, il y a très peu de personnages qui imposent autant le respect et la peur que lui. Ce mec-là, c'est littéralement l'un des fondateurs de Konoha. On parle d'un gars qui a grandi à une époque où les gamins s'entretuent entre clans à la moindre provocation. Il a survécu à tout ça, il a dominé tout ça. Et aux côtés d'Hashirama, rien que ça, il a posé les bases de ce qu'allait devenir le village ninja le plus puissant du monde. Mais même avec cette alliance historique, Madara, il a jamais vraiment baissé les bras. La paix, ouais, il y croyait, mais à sa manière. Ce qui fait la force de Madara, c'est pas juste son nom ou son clan, même si être un Uchiwa, c'est déjà pas mal. Non, le vrai truc, c'est son regard. Littéralement. Son Mangekyou Sharingan, c'est une arme terrifiante. Il peut manipuler la réalité, te piéger dans des illusions de folie, copier les techniques, lire dans ton jeu. Bref, à ce niveau-là, t'as vraiment plus envie de croiser son regard.
ninja. Et quand il passe au Rinnegan, alors là, on n'est même plus sur du ninja, on est sur du demi-dieu. Le gars invoque une grosse météorite, puis il se dit « Ah, c'est pas assez? Ok, une autre. » Mais ce qui le rend encore plus dangereux, c'est son mental. Le mec est une machine de guerre, il recule devant rien, il doute jamais, il se relève toujours, et il ne fait que progresser. Il ne s'arrête jamais. C'est ça qui fait flipper. Et quand t'apprends qu'il a été ressuscité, qu'il revient en pleine forme, non mais attends, le monde entier a tremblé. L'Alliance Shinobi a paniqué, et franchement, ils avaient raison. Parce que quand Madara débarque sur le champ de bataille, c'est pas un retour normal, c'est pas une résurrection genre je suis un peu rouillé, non, c'est un cataclysme. Il arrive comme une tempête, il esquive, il contre, il détruit des centaines de ninjas sans transpirer, à main nue parfois, et il sourit pendant qu'il le fait. C'est un génie du combat, un stratège, un monstre à la fois puissant et très technique. Quand tu vois ce carnage, tu comprends pourquoi même les Kage, les plus puissants chefs de village, flippent leur race. Ils sont 5, et pourtant, il ne lui arrive pas la cheville. Madara, c'est plus qu'un homme à ce niveau-là. C'est une force de la nature. Et chaque apparition à l'écran, chaque mot, chaque geste, c'est iconique. Bref, Madara, c'est le boss final que personne ne voulait affronter, mais que tout le monde voulait voir. Une vraie masterclass de puissance dans Naruto. Et vous savez quoi? Il mérite pleinement sa réputation. 俺は内派の亡霊内派まだら